Vous écoutez France Culture. Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences Publiques. Nous vous retrouvons depuis le Salon du Livre de Paris et comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment rendre la ville plus intelligente ? Tout près de la porte de Versailles où se tient le Salon du Livre s'est déroulé les 20 et 21 mars le 5+ City Forum, un colloque dédié à la ville intelligente du futur. Comme nous l'avons vu récemment dans Sciences Publiques avec les plantes, le qualificatif intelligente est une facilité de langage qui pose souvent problème. Je l'utiliserai donc aujourd'hui avec des guillemets, même si c'est assez peu radiophonique. La définition même de la ville fait référence directement à sa population et nous pourrons débattre du siège réel de l'intelligence urbaine. Ce qui ne fait pas doute, c'est que depuis 2008, selon l'ONU, 50% de l'humanité vit dans une ville. Bientôt, 70% des êtres humains y seront concentrés. Or, la ville souffre de nombreux maux. Le récent épisode neigeux sur la France nous en a apporté une preuve supplémentaire. Routes impraticables, transports publics inopérants, information des usagers insuffisante. Comme cela s'est déjà produit dans le passé, quelques centimètres de neige peuvent paralyser de nombreuses villes en France, y compris sa capitale. Les problèmes de pollution de l'air, de sécurité des personnes, de bruit, de gestion des déchets viennent s'ajouter aux défis que doivent relever les villes. Certaines d'entre elles ont paradoxalement tendance à se dépeupler au profit de banlieues toujours plus étendues, ce qui aggrave les problèmes de transport. Ainsi, à l'époque de la communication virtuelle généralisée, il reste difficile d'éviter un bouchon, de trouver une place de parking ou d'utiliser les transports publics de façon efficace et confortable. Les municipalités, malgré le développement de nouveaux moyens de transport comme les tramways ou les véhicules en libre service, semblent souvent dépassées par le développement de villes de plus en plus tentaculaires, comme les qualifiait déjà Émile Verhaeren en 1895. L'avenir des villes passe-t-il toujours par plus de technologie et donc de complexité pour résoudre les problèmes induits par leur population sans cesse croissante ? Comment cette solution met-elle en danger les citoyens en cas de panne de ces systèmes techniques ? Existe-t-il des moyens d'éviter que la ville ne devienne un lieu de moins en moins habitable au cours du XXIe siècle ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le Salon du Livre de Paris, Carmen Santana, qui est architecte, urbaniste et qui dirige, donc elle est architecte et urbaniste à l'agence Archicubique de Barcelone. Et elle dirige un master sur l'influence des nouvelles technologies sur le territoire à l'Université de Barcelone. Serge Pilisser est président fondateur du 5+ City Forum, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Pierre Clément, lui, est urbaniste, président d'Arte Charpentier Architecte. Jean-Marc Weissouz-Faure est maire de Cahors et président de l'agglomération du Grand Cahors. Et nous attendons d'ici quelques minutes Jean-François Janin, ingénieur général des Ponts et Chaussées et chef de mission transport intelligent au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Alors pour lancer le débat entre nos invités, je propose un premier tour de table sur le diagnostic de chacun autour de cette situation des villes aujourd'hui et de ce qualificatif peut-être abusif, vous nous l'expliquerez, d'intelligente. Pierre Clément, bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez sur multiples projets, dont celui du Grand Paris, mais aussi la création de villes nouvelles en Chine ou l'aménagement de la ville d'Alger. Alors pour vous, quel est l'enjeu majeur que pose cette urbanisation galopante de la population mondiale ? L'enjeu majeur, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'on peut mettre plus d'intelligence dans la ville. Jusqu'à présent, les villes s'étaient faites de façon relativement spontanée
Et l'urbanisme, à la fin du 19e siècle, a commencé à réguler les choses, les organiser, les pacifier. Et un siècle après, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs et que quand on parle de la ville, c'est souvent pour parler de la politique de la ville et donc de tout ce qui va mal, et très rarement de ce qui va bien. Or, la ville, c'est quand même une des plus belles inventions des hommes. C'est quand même ce lieu de rencontre, ce lieu où se créent les échanges. Donc pour nous, c'est la matérialisation de cette occasion de vivre ensemble. Donc c'est le vivre ensemble, c'est la cité, c'est aussi l'espace public, c'est aussi la densité, l'endroit où on se fréquente, l'endroit où on se frotte, l'endroit où on s'échange, commerce, idées, culture. Donc c'est cette mixité. Et pour moi, et Dieu sait qu'on a vu beaucoup de villes à travers le monde, je pense que Paris, et que le Paris intramuros, c'était vraisemblablement l'exemple d'une des villes les plus intelligentes. On reviendra peut-être sur ce modèle pour en parler un peu plus tard, mais je pense qu'on a là, dans les modèles de villes européennes, et je dis Paris comme exemple des villes européennes, certainement quelque chose à dire au monde entier à ce sujet. Et ce n'est pas un hasard si la France est le pays qui est le plus fréquenté par les touristes du monde. Eh bien, vous nous expliquerez plus en détail justement en quoi Paris se distingue. Carmen Santana, bonjour. Bonjour. Même question pour vous. Comment vous définiriez cette idée d'une intelligence de la ville aujourd'hui ? Bonjour à tout le monde, les gens présents ici. Je pense que, d'abord, je suis comme vous, je n'aime pas du tout cette appellation de ville intelligente. Je pense que la ville elle a toujours été intelligente, elle est en constante mutation et suivant les outils et les moyens qu'elle a eus dans des époques bien déterminées, elle a toujours su faire une recomposition de son système morphologique. Je pense que l'intelligence, elle est chez les habitants. Et je dis bien les habitants, et non pas simplement les usagers. Aujourd'hui, quand on parle de ville intelligente, on pense plutôt à l'application et à la consommation qu'on va donner aux habitants, alors qu'en fait, nous-mêmes, dans les réseaux sociaux, nous créons des groupes, des rencontres et des choses qu'il va falloir aujourd'hui essayer de transmettre à l'espace public, ou à l'espace de la ville, en tout cas, de la police. Je préfère parler de e-police. De la électronique, point police. La police, au terme étymologique du mot de la ville. Très bien. On va revenir sur ces notions. Jean-Marc Weisser-Fort, bonjour. Bonjour. Vous, justement, l'intelligence des habitants, c'est un petit peu votre ressource essentielle et la façon dont vous appliquez les nouvelles technologies à la ville. Vous êtes donc maire de Cahors. C'est quelque chose qui est extrêmement important, de faire participer les citoyens à la décision. Et de pouvoir nous-mêmes, lorsque nous avons des projets, pouvoir échanger, débattre et les améliorer. Depuis longtemps, j'organise dans mon action quotidienne des réunions de quartier, du porte-à-porte. Chaque fois que j'ai un projet, je vais aller le valider avec les riverains. Je suis toujours surpris de voir à quel point il y a une vraie valeur ajoutée. Il y a une forme de co-construction et les outils numériques nous permettront demain de pouvoir mieux appréhender cette intelligence, ce que certains appellent le citoyen augmenté, qui va par les contributions qu'il va pouvoir nous faire, et je suis particulièrement attentif notamment à tout ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, pouvoir améliorer le fonctionnement de sa ville. Je crois que la ville intelligente, c'est celle qui cherche à concilier ses piliers sociaux, culturels et environnementaux à travers une approche qui allie gouvernance participative et gestion éclairée des ressources naturelles. Très bien, voilà une belle définition, effectivement. Jean-François Janin, bonjour, vous venez de nous rejoindre et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le responsable de la mission Transport Intelligent. Alors là, le mot est dit, est écrit, même en toutes lettres et sans guillemets d'ailleurs, au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Alors pour vous, cette notion d'intelligence, puisque c'est un petit peu par là qu'on commence notre débat, comment vous la définiriez ? Alors, Oui, ça marche. Ça marche. Très bien. Mais bonjour à tous. La mission Transport Intelligent dont je m'occupe au ministère de l'Écologie est une création qui a été faite il y a une dizaine d'années pour parler avec les collègues concernés, et finalement ils sont tous concernés maintenant au ministère des Transports, de l'utilisation des systèmes numériques pour les politiques de transport.
Alors déjà, il y a 10 ans, on avait progressé puisque le premier congrès international des systèmes de transport intelligent a eu lieu à Paris en 1994. Donc vous voyez, il y avait déjà 10 ans qu'on n'avait pas osé utiliser le mot de façon officielle dans un ministère au moment où on a créé cette mission. Et effectivement, j'ai eu à répondre un certain nombre de fois dans mon entourage, à mes enfants, etc., pour dire ben oui, pourquoi il n'est pas bête, ha ha ha. Et en fait, c'est quand même une mauvaise traduction de IT américain qui veut dire simplement utilisation des données, des informations, capacité de traiter de l'information. Mais quand on le rajoute en français, quand on traduit ça en français littéralement, ce qui a un intérêt parce qu'au niveau international, on sait avec qui on parle et de quoi on parle, c'est important. Mais en français, ça a une connotation tout à fait différente dans laquelle il y a le bien, le mal, cité futée par exemple, enfin, des choses qui sont aussi astucieuses. Donc on rajoute une couche psychosociologique qui est complètement différente. Mais je dirais on l'a assumé parce que dans les transports, il n'y a pas seulement des systèmes au sens technologique, il y a aussi des actions publiques, il y a des actions de communication de la part d'entreprises et il y a aussi des actions qui dépendent maintenant des réseaux sociaux parce qu'effectivement tout le monde devient intelligent. Mais il y a aussi des objets qui sont intelligents. Et ce fait que quand on parle des transports intelligents, maintenant ça se place dans une ville qui a des compteurs électriques intelligents, qui a de smart grid, beaucoup de choses intelligentes. Et peut-être que la véritable intelligence de la ville aujourd'hui est à découvrir. Et c'est peut-être des territoires qui arrivent à combiner de l'intelligence qui était spécifique à des différents mondes, des téléphones, des objets, des voitures, et qui maintenant deviennent un territoire qui est intelligent, qui peut peut-être même parler avec d'autres territoires. Et nous y reviendrons car le transport est souvent justement l'un des points critiques de la ville. Serge Pélissère, bonjour. Bonjour. Vous sortez de ces 2 jours de colloque qui a rassemblé des personnalités venant un peu du monde entier, des États-Unis en particulier, et qui donc a débattu autour de ces concepts de ville intelligente. Quelles sont les idées, peut-être les forces qui en ressortent? Alors, je pense que dans un premier temps, il est bien de rappeler l'historique du 5+ City Forum qui avait pour ambition de mesurer et d'analyser l'impact des technologies de l'information sur l'individu et son écosystème. Et puis, comme le disaient un certain nombre d'intervenants lors des présentations, l'intelligence, en fait, est un terme qui devient totalement galvaudé. La problématique, c'est pas l'intelligence, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces technologies? Une première question, avant de donner des exemples concrets. Ensuite, la question, c'est est-ce que c'est plus de technologie ou mieux de technologie? Donc on va voir effectivement en parlant d'usage et d'exemple que c'est bien entendu mieux de technologie. Donc on parle de villes surconsommées et d'autres exemples. Et effectivement, sous la présidence de professeur Carlos Moreno, qui a concocté le programme, on a réuni à peu près 15 pays, plus de 600 personnes sur 2 jours, pour essayer de mesurer non pas quels étaient l'impact des technologies d'information sur l'individu, mais comment tout ça pouvait se mettre en perspective dans ma ville. Et donc, en réalité, 5+ City Forum, c'est ma vie à moi, dans ma ville à moi, et dans une perspective de 5 ans, c'est-à-dire que c'est mesurable dans 5 ans. Alors, vous prenez le risque qu'effectivement, dans 5 ans, on fasse le bilan de ce qui a été promis dans ces 2 derniers jours. Mais on y reviendra. Ce que je voudrais, c'est que chacun puisse donner des exemples de ce qui vous paraît être. Alors, par exemple, Pierre Clément, vous avez mis Paris comme un modèle, un petit peu. Alors, comment vous le défendriez, ce modèle? Aujourd'hui, on parle de ville intelligente. Demain, ce sera un nouveau colloque sur la ville durable. Donc, on affuble à la ville toute une série d'adjectifs qui vont peut-être tous dans le même sens, c'est-à-dire de la rendre plus vivable, de la rendre plus agréable, de la rendre moins ségrégative, où les gens sont bien ensemble. Donc, c'est constituer cette organisation physique, matérielle, d'une société que j'oserais dire harmonieuse. Bon, dans le cas de Paris, et je le prends du point de vue de toutes les réflexions qui sont importantes aujourd'hui et qui font que la ville devient un champ de recherche scientifique. C'est en ce sens que pour moi, on attend beaucoup plus d'intelligence dans la ville, c'est que jusqu'à présent, on laissait à des gens comme nous, architectes urbanistes, le soin de faire les villes. Et puis tout d'un coup, avec les problèmes
de l'économie de l'énergie, de l'économie des transports, de l'économie de l'espace, de toutes les questions environnementales, on se dit qu'il y a là des champs extrêmement importants, quand 30% de la consommation d'énergie, c'est les bâtiments, quand 50 ou 60%, c'est effectivement la ville, et que, suivant les pays, les situations sont totalement différentes. On est, nous, dans un contexte parisien qui est très constitué, même si, dans le cas du Grand Paris, on s'est permis une réflexion à une échelle territoriale qui allait de Paris au Havre, comme le portait Antoine Grumbach dans son équipe, où là, la ville sortait de ses limites et qu'on s'attaquait à des problèmes territoriaux. Donc, c'est sans doute le problème que Paris a eu. C'est-à-dire qu'on a à Paris 2 ou 3 choses, et quand je parle là de Paris, je parle du Grand Paris, parce que quand on est à Pékin, quand on est à Shanghai, on ne peut pas limiter Paris aux 2 millions d'habitants qui sont à l'intérieur du périphérique. Or, les situations sont très différentes, justement. Et autant le Paris intramuros était intelligent, était connecté, on y a fait le métropolitain qui a créé effectivement cette façon de vivre ensemble et se déplacer, un réseau de transport unique sur la planète sur une telle concentration, une densité unique sur la planète, parce que les autres villes du monde ne sont pas aussi denses, ne sont pas aussi mixtes que l'est Paris, c'est-à-dire mixité sociale, mixité fonctionnelle, avec 2 millions d'habitants sur un tout petit territoire, on a des densités moyennes sur l'ensemble de Paris qui sont à plus de 200 habitants à l'hectare, alors qu'on ne fait plus nulle part ailleurs des densités à plus de 80. Donc on est là sur un modèle qu'on ne reproduit plus et qu'on n'a surtout pas reproduit au-delà du périphérique. On n'a pas su le reconduire. On a donc développé ces problèmes des banlieues, dit que les Français voulaient habiter dans des maisons individuelles. Moi, bien sûr, je veux bien habiter dans une maison individuelle. Je veux bien habiter dans une maison individuelle sur le parc des Tuileries, dans le 1er arrondissement. Bon. Mais si j'y suis dans un appartement au 6e étage, c'est un privilège extraordinaire qu'on peut avoir sur la planète. Donc, qu'on ne nous dise pas, si les gens sont obligés d'aller au fin fond de Marne-la-Vallée dans une maison individuelle et qu'ils y sont coincés tout le reste de leur vie parce qu'ils ne peuvent plus la vendre, parce qu'effectivement c'est un modèle qui est obsolète, voilà un peu déjà quelques éléments sur Paris. Carmen Santana, comment vous réagissez à ces propos? Est-ce que pour vous Paris est un modèle ou bien est-ce que c'est plutôt votre propre ville, Barcelone? Je pense que dans toutes les villes, il y a des modèles qui sont intéressants ou des visions qui sont pertinentes. Parce que chaque lieu est spécifique. Il ne faut pas qu'on oublie le locus. C'est vrai qu'on est dans un moment de globalité, de vision globale, mais je pense que plus que jamais, il faut rescater les forces d'un territoire, quel qu'il soit et quelle que soit l'échelle. Alors Paris fonctionne très bien en tant que Paris. Il y a des choses bien, pas bien. Barcelone a des choses qui sont très bien et des choses qui ne sont pas bien non plus. Je pense que plus que rentrer dans le débat de qui est qui, je crois qu'effectivement, il n'existe pas un seul modèle, encore moins aujourd'hui. L'intelligence de la technologie, c'est finalement un outil. C'est un outil qu'il va falloir qu'on mette en place. Tu viens de le dire, Pierre, à son époque, Paris, c'était le métropolitain. À notre époque, nous, quand on a fait les Jeux Olympiques, ça a été toute la ceinture périphérique, la rondas. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout revenir sur l'habitant, sur nous, sur les citoyens, les personnes qui vivons et habitons ces villes. Pourquoi est-ce que les gens veulent aller à Marne-la-Vallée dans une petite maison avec un garage et son jardin? Peut-être parce que nos villes n'offrent certainement pas cette échelle aimable que j'aime bien appeler, moi, l'échelle 1 cœur. Vous savez qu'en architecture et en urbanisme, on travaille sur des échelles 1.100, 1.50, 1.2000, etc. Moi, j'aime travailler sur l'échelle 1 point cœur. C'est-à-dire qu'on rescate dans cette épolise, aujourd'hui, dans la ville du XXe siècle, celle qui viendra, l'échelle de la personne. Pour en faire des villes qui soient réellement à leur mesure, d'une manière beaucoup plus organoleptique, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur les sens, sur les émotions, et dans l'espace public et l'espace naturel sont des articulateurs des infrastructures réelles du territoire. Et sur ces infrastructures, on va asseoir le bâti.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture en direct depuis le Salon du Livre de Paris et que nous débattons aujourd'hui de la question comment rendre la ville plus intelligente avec Pierre Clément, architecte urbaniste, président d'Arte et Charpentier architecte, Jean-François Janin, chef de la mission Transport intelligent au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Serge Pilisser, président fondateur du 5 Plus City Forum, Carmen Santana, architecte urbaniste à l'agence Archipublique à Barcelone, et Jean-Marc Weissouz-Fort, maire de Cahors. Alors justement, je voulais rebondir un petit peu sur les propos et qui finalement convergent un tout petit peu. On a l'impression que les urbanistes eux-mêmes, puisque vous êtes deux urbanistes autour de cette table, abandonnent un petit peu cette espèce de position de grand architecte de la ville qui décide avant que même elle existe et qui finalement se plie ou accepte de tenir compte des habitants. Et c'est justement ce que Jean-Marc Weissouz-Fort fait quotidiennement. Et est-ce que vous avez ce sentiment, vous-même, en tant que maire de Cahors, que ce sont finalement les citoyens qui de plus en plus participent à la création de leur propre ville? Je crois que la ville elle doit répondre aujourd'hui à deux défis. Améliorer les besoins fondamentaux de sa population, se déplacer, habiter, et puis améliorer aussi la résilience. Les villes doivent faire face parfois à des aléas climatiques, y compris climatiques ou autres, je veux dire, y compris à Cahors. Le Lot déborde de manière assez fréquente, certains affluents aussi. Il y a de l'eau parfois qui n'est plus consommable parce qu'elle est un petit peu turbide. Donc tout ça pose des difficultés. Forcément que les outils numériques peuvent nous permettre d'améliorer ces situations. Et le citoyen a un rôle clé à jouer là-dedans. Je ne pense pas qu'une ville, la ville de demain, ne puisse s'en sortir sans la participation de ses habitants. De manière plus concrète, j'ai mis en place un service proximité, c'est-à-dire des personnes qui sont dédiées toute la semaine, peut-être demain un petit peu plus, à une réponse concrète aux habitants. On demande aux habitants de se mobiliser pour nous transmettre une difficulté, du mobilier qui a été abîmé, un trou dans la voirie, un problème de déchets qui ont été abandonnés. Demain, on peut imaginer que, à travers les smartphones, par exemple, on puisse faire des photos, l'envoyer. C'est-à-dire que le citoyen va jouer un rôle actif dans le fonctionnement de sa vie. Et il participera bien évidemment aussi au grand projet par les contributions qu'il peut demain donner. Une ville, c'est un être vivant et il ne repose plus sur une administration ou des élus qui ont la vérité, qui l'imposent aux autres. Aujourd'hui, le citoyen est de plus en plus informé, parfois même autant que vous. Il a accès via Internet à tous les éléments possibles. Nous devons nous-mêmes, y compris, accompagner ce mouvement en mettant en place toutes les procédures d'open data de manière à ce qu'ils aient ces données-là. Et je suis sûr que la ville répondra à ces défis avec des élus qui sont à l'écoute, qui rappellent aussi l'intérêt général et qui s'appuient sur la contribution des habitants. C'est quelque chose qui me paraît essentiel si demain on veut répondre aux enjeux. Jean-François Janin, quand on voit les récents événements parisiens, on a l'impression exactement inverse de celle de l'habitant dont parle Jean-Marc Weissouz-Fort. C'est-à-dire que le citoyen est plutôt victime dans ce cas-là du système technique. Il manque d'informations, il n'a pas vraiment de moyens d'action et ça paraît être l'un des points de plus en plus critiques en matière de développement urbain. Comment vous voyez cette question ? Je pense que vous avez raison de souligner la vulnérabilité de nos systèmes urbains qui effectivement se trouvent perturbés en cas d'éléments imprévus, par exemple météorologiques. Sauf que là, par exemple, ils étaient très bien prévus en plus, et malgré cela, ça n'a pas arrangé la situation. Je dirais des comportements nouveaux de personnes qui peut-être seraient restées sagement dans les conditions où traditionnellement ils se trouvaient quand un incident arrivait.
et qui là aujourd'hui ont des comportements différents parce que l'habitude d'être consommateur, l'habitude d'avoir des informations, que les services aillent vers eux et qui n'aillent pas comme des usagers contraints vers les services. Tout cela oblige les mécanismes de transport, mais aussi l'ensemble des mécanismes de la ville, à prévoir des fonctionnements qui sont assez différents et qui peuvent demander des organisations différentes. Si vous voulez, les systèmes de transport intelligents qu'on avait créés dans les années 90 ou 2000 étaient focalisés sur la meilleure productivité d'une entreprise et de son matériel et de son personnel. Prenez par exemple des métros automatiques. Un métro automatique est quelque chose qui est un outil technique dans une entreprise concernée par la mise en place et l'efficacité, l'efficience d'un système de service. Bon, mais ce système est dirigé sur elle et uniquement sur elle. Bon, quand on a imaginé des réseaux de transport, par exemple des systèmes d'information sur les réseaux routiers prévoyant des bouchons par exemple, on était déjà amené à travailler avec plusieurs réseaux et donner des informations sur des routes à partir de systèmes radio par exemple, sur les bouchons prévisibles dans l'itinéraire que vont parcourir les citoyens, parce qu'on est à la fois citoyen, électeur, consommateur d'un service, etc. Et fourniteur de services, peut-être si on fait du covoiturage. Tout cela, je dirais, implique pour les transports une organisation pour assurer ce qu'on appelle l'interopérabilité, la continuité des services. Ensuite, on a voulu mettre des choses sur les transports publics, donc donner à l'usager des transports publics une information sur l'arrivée du prochain bus ou du prochain tramway, donner au tramway la possibilité d'avoir une priorité au moment où on passe un carrefour où il y a des feux rouges. Là, on voit des coopérations qui apparaissent naturelles, qui sont très peu, qui sont très discrètes, qu'on ne voit pas, mais qui font la qualité du service. Et la mesure de la qualité du service elle-même, la qualité du service rendu, est aussi une question de transport intelligent. Et ces choses s'empilent les unes au-dessus des autres, et à un moment, il faut se rendre compte que ça fait système et qu'il peut y avoir de nouvelles vulnérabilités, et là, c'est les territoires et aussi l'État à différentes échelles qui doivent se préoccuper de ça. On va revenir peut-être sur la différence entre le système qui fonctionne normalement et puis les problèmes qu'il rencontre dès qu'il y a une anomalie. Mais ce qui a l'air de se dessiner dans vos propos, c'est que l'habitant devient un élément considérablement important dans la conception d'une ville. Mais alors comment les urbanistes vont-ils le prendre en compte? C'est-à-dire comment en tenir compte au moment de la conception? Et je sais que Pierre Clément, par exemple, travaille sur des villes entièrement nouvelles en Chine, et là les habitants n'existent même pas encore. Et comment les faire intervenir, ou comment tenir compte de ces habitants lors de la conception d'une nouvelle ville, par exemple? Oui, je crois que si on dit l'importance qu'on accorde tous à la place de l'habitant, évidemment c'est pas monsieur le maire de Cahors qui va me contredire, ou ma collègue Carmen qui l'a défendu autour de cette table vigoureusement. C'est peut-être parce que justement on se rend compte que c'est très difficile de le faire et qu'au contraire on les éloigne de la possibilité de participer à ça, malgré tous nos efforts. Et toutes ces technologies de l'intelligence numérique qui favorisent tellement l'échange, la communication. On prend l'exemple du téléphone mobile qui donne à tout le monde la possibilité d'informer tout de suite, d'être en relation, d'être en connexion, ou encore les tablettes numériques. Mais ça peut aussi, à l'inverse, isoler complètement les individus et les rendre, au contraire, bénéficiant le moins en moins de l'espace public qui fait se creuser, où les échanges peuvent véritablement se faire. Or, nos pratiques urbanistiques sont un peu le latin de la messe. C'est à peu près illisible. Prenez un règlement d'urbanisme, prenez les procédures pour le constituer dans une ville, quelle que soit son importance. On a toutes les procédures d'enquête publique, on a toutes les procédures de transmission des choses, mais je pense que les gens voient
mal les enjeux, les comprennent mal, et on a beaucoup de mal à trouver le moyen de les faire intervenir. Alors ça, c'est pour notre vieille Europe, si j'ose dire, et nos pays où les villes sont déjà constituées. Hein, je pense que les situations sont très différentes. Et quand je dis le modèle parisien, c'est parce que je suis parisien et c'est pas par chauvinisme, mais je pourrais dire le modèle barcelonais parce que je parlais du modèle européen et évidemment pour nous tous urbanistes, Barcelone est un modèle, un exemple et une référence absolument importante. Alors la situation différente qu'on peut aborder, c'est celle effectivement de pays émergents qui ont largement émergé. Hein. Enfin, dire que la Chine est un pays émergent, c'est évidemment malvenu aujourd'hui quand on est en face de la deuxième puissance économique mondiale et qui a été pendant des millénaires peut-être la première et qui est l'État constitué le plus grand depuis le plus longtemps. Hein. Les autres civilisations n'ont pas gardé cette prééminence sur la planète. Donc, disons la Chine, disons l'Inde, qui effectivement vivent quelque chose qu'on a vécu nous au cours du 19 et du 20e siècle, qui est la mutation des campagnes vers les villes, et à une vitesse accélérée, dans un contexte de croissance forte, et où les emplois et les ressources se trouvent en ville. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ils vont avoir, dans les 10 ou 20 ans à venir, à accueillir chacun 400 millions de nouveaux urbains. Et là se pose le défi de faire vite de nouvelles villes. Alors, c'est vrai que là, on ne saura jamais et on n'aura jamais en face de nous des gens qui peuvent participer à cette conception. Donc en fait, cette toile blanche, ça pourrait être le paradis, l'urbaniste. C'est ça dont tout urbaniste rêve, j'imagine, de pouvoir donner libre cours à son imagination. Et bien, c'est là que, justement, on peut mettre sans doute plus d'intelligence. Et c'est là que, de mon point de vue, aujourd'hui, on doit mobiliser la science. Mobiliser la science, alors non seulement celle du génie urbain, de la construction, des transports, mais la science sociale aussi, et la façon de faire comment on peut créer comme ça une communauté de vie. Parce que dans ville, il y a vie. Enfin, il faut arriver à faire passer ça, et le plus vite possible. Serge Pélissière. Oui, j'aimerais réagir en fait sur plusieurs points. Première chose, c'est sous contrôle de Pierre Clément et de Carmen Santana, je crois que le métier d'architecte a changé. Celui de l'architecte de 30 ans n'est plus celui qui se produit aujourd'hui. Je crois que vous êtes devenus aujourd'hui des sociologues du bâti. Vous êtes beaucoup plus multidisciplinaire que vous ne l'étiez, beaucoup moins vertical que vous ne l'êtes aujourd'hui, et vous êtes obligé d'intégrer des composantes sociétales beaucoup plus humaines. C'est pour ça qu'en réalité, on est tous d'accord sur la dimension de l'être humain. Ensuite, je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans cette forme d'intelligence, et je pense que c'est une tromperie, d'ailleurs, d'un certain nombre de nos politiques. La ville sera intelligente quand on réussira, quand on arrêtera d'opposer la ruralité et l'urbanité, par exemple. L'intelligence, c'est pas juste l'apanage des villes urbaines. Le village a le droit d'être intelligent. Il doit être intelligent. Il s'interconnecte par l'intermodalité, aujourd'hui, avec sa communauté de communes, sa communauté d'agglos, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité et une continuité de service. Donc il faut arrêter de parler d'infra, de bâti, il faut parler effectivement beaucoup plus d'usage, donc de citoyens, d'habitants. Puis pour parler de concret, parce que sinon on est toujours très, très philosophe, qu'est-ce qu'on a entendu pendant 3 jours? 2 exemples, parce que sinon je ne vais pas faire le débat à moi tout seul. Donner un exemple au niveau de l'appartement, par exemple, de l'habitant. Voilà. Aujourd'hui, chaque habitant pourra demain, à très court terme, avoir un outil de pilotage qu'on peut appeler un data center qui lui permettra de réguler, d'avoir la main sur sa propre consommation énergétique. Et donc, de pouvoir jouer avec cette régulation et de dire j'ai envie de consommer telle ou telle chose. C'est ce que la domotique promet depuis 15 ans. Hein. Non, mais c'est ce que la domotique promet depuis 15 ans et c'est ce que la domotique n'a pas réussi à faire, parce qu'elle ne l'a pas mise en perspective avec quelque chose qui est une unité supplémentaire qui s'appelle le bâtiment. Par exemple, si on passe de l'appartement au bâtiment, aujourd'hui, pour la première fois, à Lyon, on est en train de réaliser des bâtiments à énergie positive qui stockent, c'est exclusif, qui stockent leur propre énergie et qui permet d'avoir une autonomie sur la gestion énergétique. Voilà, 2 exemples très concrets.
Carmen Santana. Oui. Oui, c'est vrai ce que vous dites d'ailleurs, Michel, que depuis 15 ans, on parle de domotique et qu'elle est appliquée dans les logements ou dans les équipements publics. Effectivement, c'est une patte qui peut être très intéressante et une vision qui, même au niveau de la santé de l'individu, peut gérer des choses qui sont pas mal et nous aider à vivre dans tous les jours. Mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est comment un bâtiment devient relationnel. C'est-à-dire relationnel non seulement avec la domotique, donc avec les nouvelles technologies, mais en même temps avec la planète, pour essayer de se relier dans un même maillage interplanétaire, si vous, mais qui pourrait être plutôt de ville, pour lutter contre les lots de chaleur, par exemple. Comment ce bâtiment est relationnel avec l'espace public? Comment il est relationnel avec ses propres habitants? C'est là où il y a vraiment un débat qui est très intéressant à reformuler, comme la coupe en fait du bâtiment, de la rue, et son autre bâtiment en face. Ce que j'appelle moi les espaces d'effleurement. Ces espaces qui sont faits pour les rencontres, sont faits en fait, la ville, il faut qu'elle éduque. Au-delà de la technologie qui peut être appliquée dans un appartement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait une ville vraiment éducatrice. Et pour ça, il faut mettre en place des bonnes conditions pour que les citoyens se rencontrent. Et c'est pour ça que je disais l'espace public comme axe vraiment vertébrateur de tout un territoire, mais en s'appuyant totalement sur la nature. Et on pourrait créer des réseaux de villes entières. Alors moi, j'ai l'impression quand même que la ville reste quelque chose qui est conçu par des spécialistes et qui ensuite est habité par des gens qui n'ont pas complètement collaboré à la conception et qui ensuite ont peut-être du mal à faire évoluer cette conception ou à faire évoluer les lieux en fonction de leur vie. Est-ce que c'est pas ça qui va devenir peut-être l'enjeu, d'essayer de trouver les moyens, grâce justement aux technologies de l'information, d'une meilleure interaction entre l'habitant et la ville dans laquelle il est, Pierre Clément? Oui, sans doute, parce que l'intelligence, si c'est le propre de l'homme, et c'est celui de créer ces relations qui peuvent exister effectivement entre les uns et les autres, mais c'est aussi la faculté d'adaptation. Et donc, ces moyens et ces techniques de l'information, de la communication immatérielle, permet à tout le monde, peut-être même aussi à des sociétés comme la société chinoise, avec 300 millions de Twitter aujourd'hui, d'évoluer considérablement dans quelque chose de plus public, de plus démocratique dans le cas de la Chine. Donc c'est certain qu'on peut utiliser ces moyens-là pour la rendre plus humaine. Mais on peut aussi se dire qu'au contraire, ça peut aller jusqu'à l'isolement, parce que les systèmes numériques me permettent de ne pas vivre en ville aujourd'hui. Je peux justement, enfin numérique et l'immatériel, je peux au contraire être complètement en Lozère et puis continuer à travailler comme si j'étais à Paris, ce qui était évidemment... Ce qui est une forme de résoudre le problème de la ville en la quittant. Voilà, alors, mais oui, mais alors c'est là sans doute que les architectes ont une responsabilité et en auront encore une, c'est que on vit quand même dans un espace physique. On a 2 pieds, on se déplace encore avec ses pieds. Les 3/4 des déplacements se font à pied encore. Et dans une ville comme Paris, c'est l'immense majorité. Donc, il faut les rendre, cela, agréable, urbain. Et, dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça, dans tous les sens du... Donc on a forcément à donner une forme à cette ville et on a à lui construire une architecture. Vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture en direct depuis le Salon du Livre de Paris et nous débattons aujourd'hui de la question comment rendre la ville plus intelligente avec Pierre Clément, architecte urbaniste, Jean-François Janin, chef de la mission Transport intelligent au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Serge Pélissière, président fondateur du 5+ City Forum, Carmen Santana, architecte et urbaniste, et Jean-Marc Weissouz-Faure, maire de Cahors. Alors justement, je voulais enchaîner avec Jean-François Janin sur cette possibilité pour les habitants d'une ville d'interagir avec l'évolution en fait de l'infrastructure urbaine. Et on voit bien que dans les transports, c'est un exemple qui paraît peut-être illustrer le contraire. C'est-à-dire que le citoyen aujourd'hui se sent
pas du tout acteur de ce qui lui est proposé. Il est plutôt, on l'appelle d'ailleurs usager, ce qui est une façon de bien qualifier son rôle, et dans certains cas victime, plus que acteur. C'est-à-dire que quand ça va mal, en gros, il n'a pas de moyens d'agir, et encore moins, et même pas les moyens de s'informer sur l'état du système. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de progrès à faire dans ce domaine? Jean-François Jeannin. Alors, je dirais traditionnellement, quand on parlait des systèmes de transport urbains, en particulier, on décrivait un monde qui était un petit peu avec deux pôles. Le premier pôle, c'était la voiture, et le deuxième pôle, c'était le transport public. Et on revenait toujours un petit peu à ces deux mondes qui avaient des habitudes de travailler de façon un peu antinomique, sans trop se parler et en essayant de drainer le maximum d'argent public quand c'était possible, avec des mécanismes un petit peu différents, et puis des militants de chacun des mondes qui avaient une politique qui était contre l'autre. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, en particulier du fait des systèmes d'information, on est en train d'inventer de nouveaux modes de transport. C'est-à-dire que l'automobile utilisée par son propriétaire de façon exclusive, c'est-à-dire finalement quelques heures par semaine, c'est-à-dire avec un nombre de quantité d'énergie dépensée pour des déplacements d'une personne extrêmement important. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un concept dépassé ou un élément de luxe que beaucoup de gens ne pourront pas se permettre à l'avenir. Et peut-être même que dans certains pays où le nombre de voitures pour 1000 habitants est de l'ordre de 50 ou 60, bon, l'idée qu'ils aient chacun une voiture, finalement, n'est pas un concept vivable et même politiquement défendable. Donc on voit bien que le partage de la voiture et le partage de l'espace utilisé par les voitures à certaines heures, etc., devient quelque chose de naturel. Et on a vu, par exemple, des sociétés se créer sur ce concept de covoiturage. Il y a un site qui s'est appelé Commuto, qui doit s'appeler aujourd'hui Blablacar, qui en fait a un développement tout à fait important en créant justement des liens entre des personnes et en changeant complètement ce qu'on avait considéré comme le stop, si vous voulez. Le stop, c'était quelque chose qu'on utilisait vraiment dans certaines conditions très, très exceptionnelles et pas du tout comme un moyen de transport. Et on pourrait même imaginer encore des prolongements où des personnes identifient leur véhicule dans l'espace urbain comme des véhicules qui peuvent être utilisés comme des moyens de transport disponibles en disant je me promène avec 3 places dans ma voiture, sans d'ailleurs être sûr que ces 3 places seront utilisées un jour, mais simplement pour manifester qu'ils participent à quelque chose. Et en fait, globalement, ils peuvent créer une disponibilité de transport qui peut être très intéressante pour les autres, parce que on n'a pas l'idée que peut-être sur le boulevard qui passe devant le palais de Porte de Versailles, il y a par heure 200, 300 places disponibles dans des voitures qui sont là, qui ne demanderaient qu'à prendre des covoitureurs. Aujourd'hui, ce n'est pas un potentiel qui est manifesté, il peut se manifester avec assez peu de moyens. Et en fait, des idées de ce genre, on l'a vu avec le Vélib, on le voit avec l'Autolib, on le voit avec des moyens de transport qui en fait se créent progressivement et avec un rythme qui est non négligeable et qui permet de répondre heureusement à la difficulté que l'on a aujourd'hui du fait d'une certaine modification de la relation entre l'automobile et les automobilistes et les citoyens, qui font que beaucoup de gens voudraient bien prendre le transport public. Mais le transport public est déjà à saturation, donc il faut trouver d'autres choses. Donc on a tendance à dire il y a un tiers-mode. Il y avait, comme au moment de la Révolution, il y avait 2 ordres dans la société. Il y avait le transport public et la voiture, ou la voiture et le transport public dans l'ordre, le clergé et la noblesse. Et puis maintenant, il y a le tiers-état, il y a le 3e mode qui vient là-dessus et qui va peut-être prendre une place qui sera peut-être dominante par rapport aux autres un jour. Pierre Clément. Oui, non, attendez, le transport public est saturé. On a tout fait pour supprimer tous les tramways de Paris. On en avait pour 1000 km et on nous a raconté qu'il fallait laisser passer les bagnoles. Donc depuis un siècle, on est mené par l'industrie du pétrole et de l'automobile. Absolument. Et ça continue. Absolument.
Or, la crise économique aujourd'hui, c'est la crise du mode de vie des Américains, dont on a été victime totalement. C'est-à-dire des gens qui sont plus capables de payer leur maison individuelle et des crédits pourris qu'on leur a fait pour les mettre à 30 ou 40 km des centres-villes à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de transport public, pour qu'ils aient 2, 3, 4 voitures. Tout le modèle s'effondre et on aurait pu penser que le président américain ait la sagesse d'envisager un autre modèle, et le seul modèle, c'est renflouer l'industrie automobile américaine. Il ne pouvait pas se permettre de faire autrement. C'est nos économies qui s'effondrent. Même chose aujourd'hui pour l'Europe, qui se régale à vendre des voitures en Chine et à faire que la Chine, qui aurait très très bien pu se passer du modèle de vie exclusivement tourné sur la voiture, fasse autrement et qu'on développe et qu'on tente de développer ça. Même chose à Alger, je fais le plan d'aménagement d'Alger. Il y a 100 000 voitures de plus qui sont vendues à Alger. Et on se réjouit parce que le président Hollande a permis à Renault de signer enfin son contrat pour construire les voitures là-bas. Carmen Santana. Pardon, je voulais intervenir. Non, c'est vrai que tu as absolument raison aussi, Pierre, de dire ça, mais je pense que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, et aujourd'hui, précisément, quand je parle de cette échelle d'un cœur, où on a vraiment tous l'intelligence, tous les acteurs, y compris les grands dictats du monde industriel, on a tous vraiment la nécessité de regarder ensemble pour un monde meilleur. Ça paraît un peu flair bleu, mais c'est réellement ça. Ou sinon, on ne va pas arriver. On ne va pas y arriver. On va refaire la même chose, on va nous revendre n'importe quoi. Finalement, les usagers, on est là et on prend ce qu'on nous vend. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un regard. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très intéressants, dans ce sens où le pouvoir n'est plus un pouvoir totalitaire, entre guillemets, et c'est un pouvoir où nous pouvons tous, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'usagers et en tant que consommateurs, avoir notre mot à dire. Serge Pélisser. Oui, réagir sur un point. Je crois qu'on oublie juste qu'une ville, qu'elle soit intelligente ou pas, c'est une collectivité, avec à sa tête un élu. Donc une ville sera intelligente quand la gouvernance sera intelligente, quand la décision ne sera pas unilatérale, et quand il y aura une relation avec des acteurs industriels qui sera beaucoup plus intelligente. Jean-Marc Westhouz-Faure, est-ce que vous vous sentez visé? Non, mais je crois en tout cas que l'avenir de l'homme politique passe par là, effectivement. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer qu'on a la légitimité parce qu'on a eu le suffrage et que nous avons le savoir. Il est bien évident qu'il faut le partager avec les citoyens pour deux raisons. D'abord parce qu'ils vont améliorer la plus-value de votre action, et puis parce que avec de la pédagogie, avec des éléments que vous allez lui fournir, il va être aussi en capacité à comprendre la stratégie, à aller vers cet intérêt général. Si vous avez des élus qui, avec les habitants, ne se comprennent pas, et reconnaissons qu'aujourd'hui, la désillusion vis-à-vis des élus, surtout quand ils sont le plus loin. Moi, je constate qu'encore, les maires restent, avec leurs conseillers, les élus les plus populaires. Et pourquoi? Parce qu'ils sont accessibles. Donc, il faut absolument préserver cette proximité et les associer à la décision. Je retiens souvent cette phrase de Pierre Mendès France qui disait « La politique, c'est rendre le citoyen co-intelligent à des situations ». Et je crois que c'est encore particulièrement d'actualité. Alors justement, dans le transport, Jean-François Jeannet, vous citiez Commuto, vous citiez des initiatives de ce type, et on se rend compte que c'est peut-être ça qui change aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui sortent du cadre de l'administration générale, des transports publics ou des transports même privés, mais qui sont des initiatives souvent stimulées par les réseaux sociaux, par l'informatique, Internet et la possibilité de créer des relations entre les gens de cette façon, et que peut-être c'est ça l'élément nouveau et qui donne un peu d'espoir pour l'avenir, mais en gros ça revient à dire aux gens prenez les choses en main et débrouillez-vous pour trouver des solutions. Alors, je voudrais quand même que dans cette émission on ne dise pas simplement qu'on a détruit des tramways en France, puisqu'on a aussi recréé. Alors on les a détruits. C'est parce qu'on les avait détruits qu'on les a non, c'est même plus que ça. On les a détruits à une période où effectivement on ne voulait pas gêner l'automobile, donc on les a détruits pour laisser de la place à l'automobile, et on les a recréés après, à partir des années 70 progressivement, justement parce qu'ils gênaient l'automobile. Et c'est parce que, en fait, on a voulu reconquérir l'espace public qu'on a mis en place des objets qui étaient plus lourds que les voitures et dont on pouvait penser que si jamais les conducteurs ne respectaient pas l'emplacement des tramways, leur voiture serait abîmée. Donc il fallait effectivement que dans la ville,
ville, on est des objets qui est la masse qui permettent de prendre cette place. Et ce que je crois que la nouveauté du mécanisme numérique, c'est qu'on n'a plus le temps aujourd'hui, en 2013, de faire ces mouvements comme on les a fait dans les 20, 30, 50 dernières années, c'est-à-dire au fur et à mesure de procédures, au fur et à mesure de compréhension par des structures officielles. Et il faut maintenant aller beaucoup plus vite et il faut effectivement permettre à l'initiative de se manifester. Et je reprenais un autre exemple tout simple, c'est le pédibus. Le pédibus, ce sont des initiatives locales. C'est en fait un nouveau mode de transport quand même qui permet de conduire des enfants à l'école sans prendre la voiture, de moins encombrer l'espace public. Mais il faut prendre sa place dans le lieu public. Il faut effectivement avoir des heures, avoir des autorisations publiques pour le faire. Et ça a une grosse influence sur la manière dont dans une journée on utilise une voiture, on l'utilise pas si on n'emmène pas les enfants à l'école dans la voiture. Serge Pélissière. Une réflexion très rapide que j'ai entendue durant ces 2 jours du forum et que j'aimerais ici restituer. On parle de citoyens, on parle de gouvernance, mais on oublie l'acteur industriel. C'est celui qui va accompagner l'élu aussi dans une forme d'intelligence. Et aujourd'hui, il y a assez peu d'acteurs industriels qui sortent de leur verticalité de leur métier. Vous avez des gens comme Cofeli, Neo qui intègrent une dizaine de métiers et qui apportent des solutions intelligentes pour accompagner les élus. Et c'est ça qu'on a mesuré pendant 2 jours. Très bien. Jean-Marc Wesselsfort, vous vouliez intervenir, je crois. Non, pas du tout. Alors, ce que je voudrais, pour terminer... Simplement peut-être pour dire que j'entendais quelques exemples. Les villes moyennes sont une belle dimension pour innover. J'entends parler des pédibus, nous les avons mis en place il y a bien longtemps dans le cadre d'un programme européen Smooth Mobility. Nous sommes même allés au car à sabot, vous voyez, donc on utilise des ânes qui amènent les enfants tous les matins à l'école avec un succès non démenti. Nous avons des garages à vélo, nous avons su développer des alternatives à la voiture parce que nous sommes nous aussi confrontés, pas à la même échelle bien évidemment, mais à des éléments qui sont inhérents à la ville et que nous devons améliorer. Nous avons cette échelle finalement où on conserve ce lien avec l'humain et qui fait que je pense que demain ces villes moyennes, on parlait tout à l'heure de ruralité, la ruralité a bien évolué, mais on l'entend aussi par ces villes moyennes, peuvent incontestablement apporter elles aussi des solutions. Carmen Santana. Oui, absolument. Non, je voulais aussi dire qu'effectivement, une des notions très importantes pour nous aujourd'hui, urbanistes, c'est de mettre, d'avoir, comme bien tu remarquais, Pierre, avant, avoir plutôt un urbanisme de dispositifs, de codes ouverts, qui soit capable d'intégrer le vecteur temps et toutes les variables qui, entre tous, on va créer d'une manière très différente. Tu as raison de dire, en même temps, Serge, que les grands industriels sont, et quelques-uns sont très transversaux aujourd'hui. Mais on a une nécessité réelle entre tous de repenser encore plus loin, par exemple tout ce qui est la coupe de la ville. Par où on va passer tous ces tuyaux? Une ville intelligente, alors qu'on n'arrête pas de casser les trottoirs, de revenir les casser, de bloquer des rues, ça c'est pas de l'intelligence, c'est zéro. Et ça on le traîne depuis des années. Et je pense que le grand enjeu pour nous tous, acteurs de la ville, et y compris les citoyens, c'est vraiment gérer d'une manière intelligente les mètres carrés. C'est la mutualisation des réseaux. Par exemple. Pierre Clément, comment intégrer cette action de l'habitant sur sa propre ville? Comment vous, urbanistes, architectes, pouvez créer les conditions pour que les futurs habitants soient des créateurs de leur propre ville? Je crois qu'il y a déjà des outils techniques qui permettent de rendre accessible le processus du projet aux habitants. On a énormément évolué sur les modes de représentation, sur les modes de gestion d'un cadastre. On sait qu'un certain nombre de villes aujourd'hui ont créé des cadastres, qui est cette matrice foncière sur laquelle la ville se construit et qui touche, alors là, au plus profond, tout le français propriétaire de son terrain, ou au moins qui s'intéresse à savoir ce qu'on construit sur sa parcelle. Donc on a là des outils à la fois de gestion de l'urbanisme, mais d'insertion des projets qui permettent, dans une réalité préfigurée, une réalité d'abord existante et qui est représentée par ces moyens techniques en 3D dans lesquels on évolue. Enfin, chacun l'a sur son smartphone quand on cherche une adresse.
Et c'est des outils formidables pour la discussion avec les habitants, avec la population, avec les élus, sur la façon de conduire les projets et de les faire évoluer. Parce que tant que, je crois que, et c'est ça qui fait aussi que les architectes sont dans une situation un peu particulière, c'est qu'ils sont généralement souvent les seuls à pouvoir imaginer ce que sera le projet. Or là, on a des outils maintenant qui permettent de faire partager et travailler sur le projet lui-même. Jean-Marc Weissousfort, est-ce que pour l'avenir, vous avez justement des projets dans ce sens-là ou des attentes sur ce qui pourrait encore améliorer votre relation avec vos administrés et l'évolution de la ville future? Oui, on invite évidemment l'habitant à participer à la construction de ce projet de ville. Je le disais tout à l'heure, ça peut être dans les grands projets, mais ça peut être dans des éléments du quotidien. Le citoyen, on doit construire avec lui forcément parce que il est sur le terrain, il est beaucoup plus important en nombre que les élus et l'administration. Donc pourquoi ne pas s'appuyer sur cette intelligence? Ça me paraît véritablement essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui tous les outils sont là pour l'exploiter, cette intelligence? Je crois qu'en tout cas les outils numériques peuvent apporter un vrai plus demain. Ils vont incontestablement simplifier la vie. J'ai, au niveau de mon administration, réorganisé pour qu'il y ait, sur cette question des nouveaux outils numériques, une réflexion technique, juridique et sur les applications possibles. Mais ce n'est pas la technologie qui va créer le besoin. La technologie, elle est là pour répondre aux besoins des habitants, à s'adapter. Et il y a des éléments qui sont simples que je pourrais citer. Par exemple, on a un système de navettes, mais qui arrive... je veux dire, on n'a pas d'horaire, bien évidemment, elle tourne toutes les 10 minutes. Si demain, il y avait une puce dans ces navettes et sur les smartphones, on pouvait voir où elle est, on pourrait, le citoyen pourrait visualiser un petit peu mieux le transport où il en est et pouvoir l'utiliser. Très bien, merci beaucoup. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Pierre Clément, Jean-François Janin, Serge Pélissière, Carmen Santana et Jean-Marc Weissousfort d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez les références d'ouvrages et de sites sur l'urbanisme et la ville et également sur le site du 5 Plus City Forum. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un mois. La semaine prochaine, vendredi 29 mars, Sciences Publiques vous proposera un voyage vers les origines de notre univers. Hier, 21 mars, l'Agence spatiale européenne a révélé les premiers résultats obtenus grâce aux mesures effectuées par le satellite Planck. Ces travaux fournissent une cartographie très précise de l'état de l'univers seulement 380 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire il y a plus de 13 milliards d'années. Nous verrons quels enseignements il est possible de tirer de ces nouvelles observations, aussi bien pour les théories cosmologiques que pour le modèle standard de la physique des particules. Nos invités seront Nabila Aghanim, Aurélien Barraud, Hervé Doll et Alain Riazuelo. Sciences Publiques, Perret Legras, Emmanuel Morse-Duncan, Marie Dalquier, Michel Alberganti.